Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à ce webinaire organisé par Option Finance en collaboration avec Cegid et Allianz Trade et qui porte sur la trésorerie des entreprises, comment la préserver et l'optimiser dans un contexte économique et financier incertain. En effet, bien que les entreprises aient globalement fait preuve de résilience et de résistance depuis la Covid, les trésoreries commencent à souffrir de la succession des crises que nous traversons depuis 2020. Et pour cause, outre le contexte macroéconomique et financier actuel, les entreprises doivent aujourd'hui aussi composer avec la résurgence des risques clients, des risques fournisseurs, des risques géopolitiques, mais également des risques de fraude. Parallèlement, l'accès au crédit bancaire tend à se complexifier, faisant ressurgir d'ailleurs un risque aussi d'illiquidité qui avait pourtant bien diminué pendant la crise Covid, notamment grâce aux aides de l'État. Alors, dans ce contexte, préserver sa trésorerie devient une priorité absolue pour les entreprises. Et c'est tout le sujet que nous allons développer pendant ce webinaire. Nous allons revenir sur les différents enjeux auxquels les trésoriers sont actuellement confrontés, ainsi que sur les outils et les process à mettre en œuvre ou que vous pouvez mettre en œuvre pour mieux y faire face d'une part et pour optimiser les ressources générées par une trésorerie bien gérée d'autre part. Alors, pour nous éclairer sur ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Régis Roche, directeur des risques chez l'assureur crédit Allianz Trade, et Jean-Baptiste Ozou, directeur de la BU Finance chez l'éditeur de solutions de gestion Cegid. Avant de rentrer dans le vif du sujet et dans ces échanges, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à nos intervenants dans le chat qui est prévu à cet effet, et nous y reviendrons à la fin de ce webinaire, pendant un moment que nous consacrerons à cela. Alors, pour commencer, je vais laisser la parole à Régis. Est-ce que vous pouvez revenir et nous expliquer quels sont les risques qui actuellement fragilisent tant les trésoreries des entreprises? Régis. Oui. Merci Anne, bonjour à tous. Alors, si on veut parler de la trésorerie et de la fragilité actuelle que peuvent voir les entreprises, il faut faire un petit retour en arrière sur les 3 dernières années. On est sorti du Covid avec une trésorerie relativement abondante. Beaucoup de prêts pour la France, prêts garantis par l'État, les PGE, c'était à peu près 140 milliards de prêts qui ont été déversés à peu près, enfin une grande majorité en 2020, puis après en 2021. Donc les entreprises sont sorties avec beaucoup de trésor de cette période, une croissance du PIB mondial en 2021 de 6,1%. 2022, on était à 3%. Et là, je vais vous faire un petit point macro quand même mondial pour vous expliquer la situation avant d'arriver sur la situation de trésorerie. Donc nous, on estime que le PIB mondial va être à 2,7 cette année, et puis l'année prochaine va être encore un peu plus atone, à 2,4%. Pas beaucoup, et surtout qu'il y a un contraste régional. Alors les USA vont finir l'année à 2,2, on estime, et 1,1% l'année prochaine. Année d'élection aux US, quand on sait que c'est un des moteurs. Beaucoup d'attentisme. D'ailleurs, il y a 75% du PIB mondial qui va être sous élection l'année prochaine, local ou général. Donc ça va générer beaucoup d'attentisme de la part des agents économiques. On a une eurozone qui est assez faible, hein, on est à 0,6% cette année. L'eurozone tirée vers le bas par l'Allemagne qui est en récession à moins 0,3. Et l'année prochaine, on attend 0,7. Pas beaucoup. Si je prends la France, on est à 0,9 cette année, globalement, avec un bon premier semestre, puis un deuxième semestre qui est assez léger, et on attend 0,7 l'année prochaine. Donc c'est assez faible en termes de croissance de PIB. Puis un des moteurs de croissance qui est l'Asie-Pacifique, généralement, on est à 4,4 en Asie cette année, et puis on estime être à 4,1 l'année prochaine, avec la Chine qui va baisser de 5,3 à 4,7, et puis l'Inde de 6,5 à 6,1. Ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est pour vous dire que tout ça donne un deuxième indicateur qui est le commerce mondial, qui est en baisse. En volume, on est à moins 2, moins 3%. On le voit, un des indicateurs c'est le fret maritime. Hein. Vous aviez au plus haut de la crise de la chaîne logistique et de la reprise d'activité économique, on était à des prix de containers qui sont 20 fois plus bas aujourd'hui. Donc on voit bien, là vous avez un indicateur, il y a Maersk, un deuxième affréteur maritime mondial qui a annoncé un licenciement d'à peu près 10% de ses effectifs, ou en tout cas une réduction des effectifs de 10%.
Et on voit que ça impacte le commerce mondial. Après, si on commence à se rapprocher de tout ce qui est trésorerie, je vais vous parler du canal de crédit. Un canal de crédit pour les entreprises, on voit bien que ça s'est durci. Et puis moi, en tant qu'assureur crédit, ce que je regarde, c'est le mur de remboursement de la dette qui se profile un peu plus à l'horizon, voilà, parce qu'on a contracté toute cette dette quand même qui a permis de passer un choc en 2020. Et à un moment, la dette, faut la rembourser. Et si on la rembourse pas, c'est qu'on fait défaut. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un paiement d'intérêt, le montant de paiement d'intérêt net qui revient dans une proportion beaucoup plus élevée par rapport à l'EBE des entreprises, l'excédent brut d'exploitation. Donc les marges bénéficiaires des entreprises, on voit dans à peu près tous les grands pays qu'il y a un effet stock. Les taux d'intérêt sont montés très très rapidement. Ils ne sont pas à des niveaux exceptionnels, mais ils sont montés très rapidement. Et ça, on voit tout de suite dans l'effet stock des entreprises, et on voit le crédit d'entreprise des entreprises non financières qui ralentit rapidement. Et moi, ce que je vais regarder en tant que responsable des risques et de l'arbitrage d'Allianz Trade, ça va être le pourcentage de la dette à refinancer au cours des 12 prochains mois. J'ai une vision assez court terme, même si j'ai une vision long terme, mais j'ai aussi une vision très court terme sur est-ce que ça se rembourse, comment ça se renégocie, parce que généralement ça se renégocie plutôt et on réallonge la maturité avec des nouvelles conditions financières. Et donc, moi je prends juste l'Europe, vous parlez d'autres continents, la filière automobile c'est 45% de la dette qui va être à refinancer dans les 12 prochains mois, par exemple. Alors ça, c'est les entreprises sur lesquelles on a les chiffres. Les biens de consommation de retail, 35%. Je vous donne le produit de la maison, 30%, transport 25%, énergie 20%. Une petite publicité pour mon département de la recherche économique d'Allianz Trade, c'est disponible gratuitement sur le site d'allianztrade.com. Donc on a un service de recherche économique et sectorielle, donc vous avez pas mal d'informations, c'est informations éco et sectorielles. Donc les histoires de liquidité, ça commence à revenir sur le devant de la scène. Et puis si je me projette un petit peu, il y a deux sujets que je regarde beaucoup, l'inflation et puis les taux d'intérêt. L'inflation va baisser, on le voit, l'inflation des biens commence à baisser, celle des services pas encore, mais on attend une régularisation de l'inflation sur l'année 2024. Pareil pour les taux d'intérêt, on aura une baisse timide à partir de l'été. Donc il y aura peut-être encore une ou deux hausses maximum, peut-être une en Europe, une ou deux aux US, et à la mi-2024, on attend une baisse timide, mais une baisse des taux d'intérêt. Donc ça, quand je me projette, c'est plutôt des éléments de normalisation. Si je regarde juste la France, on a eu un bon premier semestre, une résilience grâce à un rebond notamment de la production d'électricité et puis de l'industrie. Les entreprises françaises ont réaccumulé du stock. Pour autant, on voit un ralentissement sur le deuxième semestre et puis une croissance peut être très faible et notamment une chute de la demande des prêts. Une chute de la demande des prêts, ça veut dire moins d'investissement à venir et ça ne sera pas compensé par la consommation parce qu'il y a une perception de l'inflation qui est toujours présente dans les agents économiques et donc on consomme moins et on le voit dans les intentions d'épargne qui sont toujours assez élevées. Donc ça va pas nous aider et du coup on voit des difficultés de trésorerie qui commencent à arriver. Alors nous on est aussi un établissement de crédit en étant assureur crédit, on a une partie établissement de crédit donc on voit on surveille les impayés. En France c'est assez simple, vous avez les impayés en Banque de France mais donc les grands agrégats montrent qu'on est revenu au niveau 2019 en termes d'impayés, donc de défaut d'une échéance, d'une traite à la banque. Et on le voit aussi dans la réception des impayés qu'on a en tant qu'assureur crédit. On couvre sur les acheteurs français, sur les entreprises françaises, mes équipes, on monitore 180 milliards quand même d'encours. Et puis dans le monde, tout Allianz Trade, c'est plus d'1 trilliard. Donc on est un indicateur un petit peu avancé quand même, et on voit que les niveaux d'une zone à l'autre, c'est assez contrasté. Mais en France, on est revenu largement au-dessus des niveaux de 2019. Donc on s'est normalisé. Et si je vous parle des défaillances aujourd'hui, parce que ça impacte la trésorerie des entreprises, une entreprise sur 4 qui fait défaut, c'est à cause d'un impayé d'un client. Les défaillances d'entreprise, c'est 23 mois consécutifs de hausse. Alors on est arrivé à un niveau très très bas, voire anormalement bas, à 25 000 défaillances, c'est très bas. Pré-Covid, de 2000 à 2019, on était sur des moyennes autour de 50. Là, on est sur 23 mois de consécutifs de hausse et sur les 9 premiers mois 2023, on est 5% au-dessus de 2019. Donc on est parti pour faire à peu près 57 000 défaillances cette année, c'est notre prévision. Il y en a que ça varie en fonction des agents, il y en a qui vous parlent de 55, 56, 57.
On prévoit ça cette année et le même l'année prochaine. Alors, je vais vous donner juste le top 3 des secteurs les plus touchés. La construction, c'est 20% des défaillances. L'hôtellerie, hébergement, restauration, malgré un rebond avec l'été, etc., ça reste quand même des secteurs où il y a beaucoup de défaillances. Et puis le commerce de détail, en pleine restructuration, enfin, depuis un moment. Et puis, je vous donne deux autres chiffres. À fin septembre, si je prends les défaillances d'entreprises en France, c'est sur 9 mois 24 milliards de chiffre d'affaires qui ont mis en procédure collective et surtout un passif fournisseur de 4 milliards 6. 4 milliards 6, donc c'est vos clients, donc, globalement. Voilà, c'est le défaut des factures qui n'ont pas été payées, en tout cas à l'instant T. Donc ça fait quand même un stock qui est assez important à gérer. Et notamment lorsque je suis un trésorier ou je suis un financier, mes créances clients, je vais les regarder de plus près pour être sûr de pas me faire prendre et pas avoir une mauvaise nouvelle. Voilà. Donc, qu'est-ce que représente un impayé en termes d'impact? Si je prends un impayé de 50 000 euros, si je suis une entreprise qui fait une marge bénéficiaire de 5%, eh ben, il faut que je fasse 1 million d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire pour compenser. C'est beaucoup. Et 50 000 euros, je pense que la population d'entreprises qui doit nous suivre aujourd'hui est un encours relativement classique, j'imagine, lorsque vous accordez des termes de paiement à vos clients. Donc voilà ce que je pouvais vous dire moi sur ce que je vois actuellement. On est de retour sur une normalisation des défaillances et sur des tensions de trésorerie qui sont un peu plus vives. Alors bien sûr, d'une taille d'entreprise à l'autre, on n'est pas sur les mêmes sujets, d'un secteur à l'autre aussi, mais on est revenu à quelque chose d'assez normal aujourd'hui. Et juste peut-être en 2 mots, est-ce que sur les délais de paiement, pareil, vous avez constaté un allongement des délais de paiement parce que ça aussi, ça pèse sur les trésoreries des entreprises? Oui, mais léger, Anne. Quelques jours de supplémentaires. Donc forcément, ça pèse sur les BFR. Vous avez peut-être vu qu'en Europe, l'Union européenne va essayer de faire un projet de loi pour réduire les délais de paiement à 30 jours partout en Europe. Alors il va falloir mettre tout le monde d'accord, et puis après il y aura le délai d'application. Une fois qu'ils seront mis d'accord, il y aura un délai d'application d'1 an dans chaque pays. On n'y est pas encore, mais c'est en réflexion. Un peu à l'image de ce qu'on avait fait avec la LME il y a Quelques années. déjà, on était passé à 60 jours. Mais bon, 30 jours, c'est pas normal. Moi, mes collègues allemands, c'est que la norme en Allemagne, 30 jours. Mais bon, si vous descendez en Espagne, en Italie ou en Grèce, 30 jours, ça paraît très très court. Bien, merci. Merci. Jean-Baptiste, de votre côté, si nous revenons sur le sujet de l'inflation, quelles en sont les conséquences sur l'achat d'une part et sur les RH d'autre part? Bonjour, merci Anne. Très intéressant Régis, les chiffres donnés, parce que nous effectivement ce qu'on constate sans avoir ces chiffres en détail, c'est que nos clients ils sont relativement inquiets sur ce sujet de l'inflation évidemment, parce que déjà elle est présente quotidiennement, elle est présente personnellement, donc forcément ça crée un peu de tension. Si on arrive à une normalisation dans les mois qui arrivent, ce sera quand même très intéressant. Aujourd'hui, ça reste une des priorités majeures des trésoriers et des directions administratives et financières. Nous, on anime un cercle des DAF où systématiquement on nous parle du sujet. Pourquoi? Parce que évidemment, avec l'inflation qu'il y a aujourd'hui et de ce qu'a évoqué Régis précédemment, les marges des entreprises, elles sont évidemment mises sous grosse pression. On a une augmentation du coût des matières premières. Ça a été évident. Ça continue. Ça a eu une tension relativement forte par rapport à ça. L'énergie, si on parle de l'énergie, on a eu un marché très variant, très erratique. Globalement, à un moment donné, c'est monté en flèche, c'est redescendu très très vite. La tension géopolitique telle qu'annoncée par Régis fait aussi qu'il y a de l'incertitude par rapport à ça. Donc, on a quand même énormément de clients qui sont liés à ça. Une des conséquences de l'inflation, c'est aussi la pression sur les salaires. Et quand on interroge les DAF, ils se posent énormément de questions et font excessivement attention à comment on va faire pour maîtriser l'augmentation des salaires, pour éviter de continuer à rentrer dans une spirale inflationniste très forte. Et évidemment, le dernier point que Régis a abordé, c'est la hausse des taux d'intérêt. Donc tout ça, ça fait que globalement, on a des marges d'exploitation d'entreprise qui baissent puisque l'EBITDA est en baisse.
alors que les charges financières augmentent. Donc on a une performance financière des entreprises qui est fragilisée. Alors moi je suis assez d'accord, on a encore pas mal d'entreprises qui ont des stocks de dettes négociées à des taux tout à fait intéressants. Il n'empêche que à un moment donné, tout ça, même si on voit avec Régis que les nouveaux prêts sont en diminution et vont encore diminuer, il va y avoir un impact financier. Donc pour nous, il va falloir que les entreprises aient un pilotage opérationnel pour maintenir la compétitivité de plus en plus fort et de plus en plus précis, et notamment au niveau de trésorerie. Et puis, on a encore pas mal d'entreprises qui sont sous covenant bancaire. Donc, la notion de couverture de frais financiers par rapport à ça, elle risque de fragiliser la structure financière des entreprises. Et donc, il faut bien évidemment avoir une vision très 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 poussée en termes de possibilités de trésorerie dans des entreprises en termes sous covenant bancaire. Pardon. Bien, merci Jean-Baptiste. Il y a un autre sujet qu'on n'a pas encore abordé qui est le risque de fraude, notamment au paiement. En quoi ce risque, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment et pourquoi il pèse autant sur les trésoreries aujourd'hui? Alors, c'est vrai, il y a les fraudes au paiement, il y a les fraudes, alors la traditionnelle fraude au président que l'on voit, etc., de temps en temps, qui est assez à la mode. Euh, la notion le passage de Covid a accéléré cet élément-là. Le distanciel dans les entreprises a fait en sorte que les pirates, les gens qui réalisent les fraudes, ont été hyper imaginatifs et la notion de distanciel, donc non-présence physique dans les entreprises, a augmenté ça. Et donc, il faut qu'on absolument, et nous on l'a fait chez Cegid, développer des outils qui permettent de contrôler tout ce qui est fraude, de permettre de contrôler tout ce qui est paiement, de permettre de contrôler tout ce qui est opération de trésorerie dans l'entreprise. Alors pour ça, il y a tout un tas de méthodes, on va pas débattre là en détail de ces méthodes-là, mais il y a les fraudes aux paiements internationaux. Il y a des listes françaises qui existent. Il y a des listes européennes qui existent. Il y a des listes mondiales qui existent qui permettent de contrôler tout ça. On peut mettre en place tout un tas de processus avec des outils permettant de contrôler ça. On peut contrôler des RIB de fournisseurs, par exemple, parce qu'il y a énormément de fraudes liées à ça. Donc tout ça existe, tout ça est traité aujourd'hui et pas sous contrôle, mais en tout cas, on dispose des outils permettant de le faire. Très bien, merci. Alors maintenant qu'on a dit ça, qu'on a fait un point sur les enjeux et les risques, face à ça, donc Jean-Baptiste, je vous laisse la parole. Quels sont les outils, les process que une entreprise ou un trésorier peut mettre en place pour préserver sa trésorerie? De quelle manière, notamment, un outil de gestion de trésorerie permet-il de faire face à ces enjeux? Alors, on est bien d'accord, hein, il y a deux éléments. Il y a les process et les outils. Hein, on va plutôt parler des outils, Les même outils. si les deux sont évidemment intimement liés et c'est le process dans l'organisation et qui s'appuie sur un outil qui permettra de le traiter. Alors, chez Cegid, on distingue trois niveaux de traitement de la trésorerie, le court terme, le moyen terme et évidemment le long terme. Si on prend principalement le court terme, c'est ce qu'on appelle grosso modo les TMS, hein, Treasury Management System. En gros, on gère la trésorerie au quotidien de l'entreprise, au jour le jour, en gros recettes-dépenses, avec une visualisation de quels sont les mouvements de trésorerie et quel est l'équilibrage de trésorerie qu'on peut avoir. C'est aujourd'hui hyper important d'être équipé de ce genre de solution-là pour avoir une visibilité et un suivi de sa trésorerie. Régis parlait des défauts de paiement des entreprises. Il est évident que être capable de traquer les paiements, de les suivre au quotidien et d'avoir une visibilité sur les encaissements prévus et les décaissements prévus, c'est primordial pour anticiper les opérations. Pourquoi? Parce que si on a des défauts de paiement, on peut peut-être trouver des solutions. On peut peut-être trouver des solutions liées à ça, du financement, des opérations, etc. Donc tout ça est absolument nécessaire de faire. Alors, chez Cegid, on a développé un nouvel outil. On va un peu au-delà de ce que font les outils de trésorerie au quotidien, le moyen terme. Alors, le moyen terme, c'est ce qu'on appelle vulgairement le rolling forecast ou globalement cash in, cash out, c'est-à-dire grosso modo la trésorerie qui rentre, la trésorerie qui sort, avec une vision à 13 semaines.
Ça, pour nous, c'est un moyen hyper important d'avoir une visibilité de cette future trésorerie dans l'entreprise et de ses futures rentrées et sorties d'argent globalement. Et on sait qu'il y a une nécessité de connexion avec le reste du système d'information pour être capable de visualiser ça. C'est des méthodes qui viennent des anglo-saxons avec ce fameux 13 semaines et qui sont honnêtement pas encore tant diffusées que ça, notamment chez les PME et notamment dans des ETI. Il y a un énorme travail à faire. Alors c'est vrai que la position de trésorerie pendant la Covid, pendant les crises successives, aide le marché à prendre conscience qu'il faut avoir ce type d'outil-là, mais quand même on a encore pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Et puis ces outils-là sont des outils qui permettent donc de visualiser la position de trésorerie quasi en temps réel sur 13 semaines avec une connexion permanente au système d'information, avec une connexion permanente au niveau des entreprises. Et quand vous avez des entreprises qui sont délocalisées, décentralisées, avec du multi-site, du multi-environnement, avec parfois des entités purement opérationnelles à distance, eh ben, il faut être capable de gérer tout ce cash-là, il faut être capable de gérer toute cette visibilité-là du cash et pouvoir le faire remonter. Je reviens sur la fraude parce que c'était également un élément important. Si vous avez une solution, par exemple, qui vous envoie des alertes en temps réel, dès qu'on a un paiement suspicieux ou dès qu'il y a quelque chose d'anormal, entre guillemets, d'identifié par rapport aux règles d'habitude, ben c'est une vraie sécurité. C'est-à-dire que ça permet à l'entreprise d'anticiper ça et de vérifier tous ces éléments-là. Donc voilà, donc nous, on a une visibilité court terme, moyen terme, nécessaire d'avoir une vision du cash très forte par rapport à ça. Alors peut-être sur le moyen terme, on peut revenir, Régis, sur cette notion de gestion de la trésorerie à moyen terme et notamment faire le lien avec la gestion du poste client, qui est également un point important pour préserver sa trésorerie. Est-ce que vous pouvez nous voir comment? Bien sûr. Bien sûr. Alors, le poids des créances clients dans le bilan, je pense il peut être des fois négligé, mais en fait, il est assez lourd. En moyenne, c'est à peu près 40%. France. Alors, bien sûr, si vous êtes un négociant, ça peut être 80%, et puis ça peut être beaucoup moins en fonction d'autres secteurs. Donc, moi, je peux vous donner mon expérience. Ça fait 20 ans que je suis dans le crédit. J'ai commencé comme credit manager, puis ça fait quelques dizaines d'années maintenant que je travaille dans l'assurance crédit. Je vois beaucoup de credit managers, je vois beaucoup de DAF, de dirigeants d'entreprise, etc. Donc, on fait des rendez-vous où on revoit leurs clients stratégiques et on négocie les limites. Dans les bonnes pratiques, pour avoir une bonne gestion de votre poste client et sur le moyen terme d'avoir une trésorerie qui est bien gérée. Ça commence par les conditions générales de vente, ça c'est assez simple, mais des fois je m'aperçois que c'est pourtant négligé, et notamment lorsque vous êtes à l'étranger, lorsque vous allez à l'export. Votre contrat, les conditions générales de vente et puis particulières, ça c'est quand même assez important. L'évaluation de la solvabilité de vos clients, de vos prospects, ça paraît très simple, mais ça doit être intégré dans une politique de credit management qui est adaptée. Là, on est dans le process, du coup, vous avez les outils avec Jean-Baptiste, et puis dans le process, c'est quand même d'avoir une politique credit management qui va avoir des critères d'évaluation et un scoring de vos clients, de vos prospects, compris par tout le monde dans l'entreprise, des limites de crédit avec des autorités bien distinctes et de savoir qui peut prendre le crédit dès qu'on dépasse un certain montant. Bien sûr, avoir vos historiques de paiement de vos clients, les connaître, et puis traitement de l'information négative, pour moi c'est peut-être le plus important dans une politique de crédit management, parce que vous avez des fois des clients, ça fait 10 ans qu'ils sont clients, puis à un moment il se passe quelque chose chez votre client, il commence à détériorer sa qualité de crédit, sa solvabilité, et il faut pouvoir le voir. Et donc le traitement de l'information négative, pour moi, c'est peut-être la pierre angulaire d'une politique de crédit management qui est adaptée, qui peut préserver justement votre cash. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Une facturation rapide, ça me paraît clair. Des termes de paiement qui sont clairs aussi, surtout quand vous allez à l'export. En France, c'est assez régulé. Il y a des pays, moi je travaille beaucoup, j'ai un tiers des engagements pour la France, pour mes assurés français qui sont à l'export. Hein. Alors les pays européens, ça va, mais dès qu'on est en Afrique ou en Asie, c'est un peu plus sportif. Et donc d'avoir des termes de paiement assez clairs et bien négociés, c'est clé. Des relances proactives, ça aussi, je pense qu'on le néglige beaucoup, des relances proactives à l'approche de l'échéance.
Et puis, bah, si on n'est pas payé au moment où on devrait l'être, c'est d'avoir une procédure de recouvrement échelonnée et qui va en force. Donc au début, on est amiable et puis petit à petit, on remonte parce que ça vous coûte, hein. Ça coûte à l'entreprise de ne pas être payé à l'heure. Et c'est du cash qui peut vous manquer pour faire face à d'autres échéances vous-même. Voilà. Donc la bonne réponse, c'est quand même que vous avez des outils côté Cégide avec Jean-Baptiste, vous avez aussi des outils pour gérer ce poste client avec un assureur crédit. Alors moi, je pour Allianz Trade, donc je peux mettre que Allianz Trade en avant. Mais un contrat d'assurance crédit, ça vous permet de répondre à beaucoup de ces besoins de poste de gestion client. Un assureur crédit va vous donner de l'information, mais des limites de crédit. Donc on n'est pas là juste pour donner de l'information. Ce qu'on va donner comme limite de crédit, si vous n'êtes pas payé, on décaisse. On fait des chèques. Et moi enfin, pour le coup des virements plutôt, mais j'en fais beaucoup. Ça, c'est le premier service, donc c'est de la prévention, de l'information sur vos prospects, des limites de crédit et le monitoring de ces limites de crédit, justement pour avoir le traitement de l'information négative ou positive, parce que des fois ça va mieux et on peut faire plus de business, offrir des termes de paiement plus attractifs pour se démarquer de la concurrence. L'autre service d'un contrat d'assurance crédit, c'est le recouvrement. Si vous n'êtes pas payé, il y a le recouvrement. Et Allianz Trade est le plus gros recouvreur en France. Et puis, dans le monde, on est très bien placé. C'est un marché assez morcelé. Et donc, le recouvrement amiable et judiciaire lorsqu'il faut le prendre. Et ça, c'est lorsque vous êtes un couvert, vous êtes aussi dans vos procédures de recouvrement. Et puis, le dernier, c'est l'indemnisation. Si vous n'êtes pas payé, on indemnise. Et ça, en tant que DAF, en tant que trésorier, ça vous permet de dormir tranquille, d'assurer vos budgets. Je sais pas moi, l'impayé de novembre qui arrive là du client qui n'était pas prévu, ça peut remettre en cause votre budget. Et donc à moyen terme, ça fait aussi partie de ces outils-là qui vous permettent d'être serein. Et puis on a des automatisations entre les outils que vous pouvez avoir tels que Jean-Baptiste le mentionnait, et puis l'assureur, un facteur aussi, hein, pour pouvoir aussi financer. Ça aussi, ça vous permet d'être beaucoup plus liquide. Généralement, ça marche ensemble. Vous avez un contrat d'assurance crédit avec une délégation de paiement factor, qui permet d'être beaucoup plus liquide. Et puis, il y a des API qui permettent aussi d'automatiser beaucoup les flux, et ce qui vous permet, vous, d'utiliser vos ressources manuelles en entreprise, puisqu'on est tous en train de bien gérer nos coûts en ce moment, sur ce qui a de la valeur ajoutée. Moi, quand je fais des rendez-vous, là, je vais en faire un tout à l'heure, avec une entreprise qui veut revoir ses clients stratégiques, en amont, ils ont bien géré tout leur flux, et puis on arrive sur le haut de la pyramide, les clés, et on va échanger, et puis on va essayer d'améliorer nos taux de couverture sur ces. Quand on travaille avec un assureur crédit, par exemple, ou une société de recouvrement, et qu'on a une solution de gestion de trésorerie telle que celle que vous pouvez proposer, par exemple, chez Cégide, pour optimiser la gestion du recouvrement de créances, par exemple. Vous avez parlé des API, etc. Peut-être Jean-Baptiste, pouvez-vous revenir sur est-ce que un outil tel que le vôtre permet d'optimiser la gestion, d'automatiser et d'optimiser la gestion du recouvrement de créances, ou faut-il un lien, ou y a-t-il un lien avec des prestataires externes? Comment ça se passe, ce lien? Alors, il y a des liens avec les prestataires externes, Régis l'a bien détaillé. Donc, il y a un lien évident entre le factor et ces outils-là. Quand tout à l'heure j'évoquais la notion de vision moyen terme de cash in, cash out, on est exactement dedans. Donc, alors c'est de l'API, c'est du web service, c'est de l'échange de fichiers. Ça dépend de la technologie des uns et des autres, mais globalement, techniquement et technologiquement, il existe toutes les possibilités de connexion pour récupérer ces informations-là et pour voir si on a une trésorerie positive, si on a une trésorerie négative, si on a une trésorerie négative, qu'est-ce qu'on doit faire, si on a une trésorerie positive, qu'est-ce que je peux faire, parce qu'il y a des possibilités de rebond, et dans ces périodes de crise, il y a beaucoup de possibilités de rebond chez nos clients. Donc voilà, il y a des liens qui se font naturellement. Alors après, autre sujet abordé par Régis, c'est le recours à un facteur pour financer son PFR. Et là encore, quel lien, comment suivre ces rachats de créances quand on a un outil de trésor? Est-ce que c'est l'outil de trésor? Est-ce que c'est un outil de facturation? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs endroits où vous pouvez le gérer, c'est évident. L'outil de Trésor en est un. C'est un des endroits où on peut gérer cette visualisation de la position.
des opérations financières que l'on fait. Donc pareil, c'est la même réponse. On est en web service, on est en API, on est en point de connexion direct. Ce qui est important, c'est de le connecter. Ce qui est important, c'est d'avoir cette visualisation-là et d'avoir un endroit où on peut le traiter. Alors évidemment, nous en tant que fournisseur de solutions de trésorerie, on va dire c'est un bon endroit, mais on peut le suivre dans un ERP, on peut le suivre certainement, je ne les connais pas en détail, mais dans des outils et dans les suivis que les équipes de Régis doivent proposer. Nous, on militera toujours pour avoir une visibilité du cash court moyen terme pour avoir cette possibilité d'action et cette tranquillité, cette sérénité que l'entreprise doit avoir. Ok, Je merci. vous le confirme, Anne et Jean-Baptiste, on a des clients, on a des gros clients, on a une grosse partie du CAC 40, mais pas que, on a des ETI, des PME, etc. On a des clients qui gèrent des milliers dans leur poste client, qui gèrent des milliers de clients, et donc ils ne peuvent que automatiser. J'en ai qui font 80 ouvertures de compte par jour. Pour certains DAF là qui sont, ou certains crédit managers qui sont parmi nous, ça doit parler. Donc forcément, on a des API qui permettent de l'interface entre l'assureur crédit et le système de gestion de trésorerie ou de système de gestion de finances, tout simplement, de l'entreprise, automatise énormément, avec des réponses en instantané, en fait. Vous rentrez le sirène ou n'importe le numéro de TVA de n'importe quel pays, poum, c'est identifié, vous rentrez votre demande de limite, et c'est à 90%, c'est répondu. On est à 70% en instantané, à 90% en moins de 48 heures, lorsqu'on est à l'export. Et ça va très vite. Et notamment lorsque vous avez des flux automatiques, vous augmentez vos encours parce que c'est une saison, c'est une fin d'année, vous êtes dans le jouet, boum, ça se fait sur la fin d'année ou dans le champagne ou peu importe. Et ben, vous avez cette saisonnalité, ça augmente, ça se connecte directement avec le système, ça répond instantanément. Ça facilite la vie. Franchement, vous gagnez aussi, vous optimisez vos coûts de ressources en interne. C'est évident. D'accord, merci. Alors, on a parlé du court terme, on a parlé du moyen terme. Jean-Baptiste, je vous laisse de nouveau la parole sur comment, quels outils on peut mettre en place ou activer pour préserver sa trésorerie aussi sur le long terme. Juste avant de vous laisser de nouveau la parole, je rappelle aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez poser des questions sur le chat prévu à cet effet. Jean-Baptiste, sur le long terme, que peut-on faire? C'est un des éléments importants chez Cegid. Court terme, moyen terme, on l'a évoqué. Le long terme, c'est aussi pour moi une nécessité, pour nous une nécessité de le gérer. Grosso modo, qu'est-ce qu'on fait dans le long terme? On est capable de modéliser le cash. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir une vision budgétaire globalement dans l'entreprise. Alors, de plus en plus. En tout cas, il y a une période où les gens ne voulaient plus lier la partie budgétaire à la partie cash. Pour nous, ça reste hyper important de le faire. Je vais pas dire une aberration, mais ça reste hyper important de faire ce lien-là. Pourquoi? Parce que la vision budgétaire, c'est la stratégie long terme de l'entreprise. Et que cette stratégie ait une déclinaison sur la phase de cash, qui est quand même le nerf de la guerre à un moment donné, ça nous paraît nécessaire. Donc on est avec cette notion de je mets en place une modélisation de cash globalement avec des règles de modélisation long terme. Alors c'est évident dans les entreprises avec des investissements pluriannuels. Régis tout à l'heure prenait l'exemple du jouet. Si le jeu, il y a des magasins par exemple, on distribue des magasins, forcément une ouverture d'un magasin c'est quelque chose de pluriannuel. Entre la construction, son lancement, son opération, on a besoin d'avoir une vue globale qui dépasse les 13 semaines, qui dépasse l'année, voire on est dans des systèmes pluriannuels. Et ça, quand on est capable de modéliser son cash, donc d'avoir des règles qui permettent de définir quelles sont les entrées-sorties, quel type d'opération on va faire sur le court, moyen, long terme, on a cette capacité à dire oui, mon entreprise a suffisamment de cash pour gérer mon projet d'ouverture d'une vingtaine de magasins, même si Régis l'a dit, le commerce de proximité est en difficulté aujourd'hui. Bon, d'accord, mais il en reste néanmoins que de temps en temps on a des projets de déploiement. On est capable de voir qu'est-ce que ça va donner en termes de cash si j'investis dans ces 20 magasins. Donc ça, c'est cette vision
on va dire, le cash appuie, déploie la stratégie de l'entreprise en termes de déploiement. Ensuite, on a une capacité à toujours analyser le réel versus le prévisionnel. On sait que c'est important d'avoir cette vision-là entre ce qui se passe réellement et le prévisionnel que j'avais fait, de comprendre les écarts pour mener à bien les actions qui permettent de corriger les opérations. Évidemment, on sait bien que la notion d'avoir, je reviens à mon budget de tout à l'heure, j'ai dit il faut avoir une vision budgétaire. On sait bien aujourd'hui qu'avoir un budget monolithique le 10 janvier ou le 15 janvier et puis de le garder sur toute l'année, c'est plus valable. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de notion comme ça. Par contre, on fait des révisions. Par contre, les entreprises le gèrent en termes d'itération de ce budget-là. Il faut avoir cette vision d'itération et de voir comment on est capable de le faire. Si il y a cette capacité à avoir cet investissement long terme, on a aussi la capacité à voir l'impact des financements supplémentaires que ça va engendrer. C'est-à-dire si je prévois, je reprends mon exemple de 20 magasins, de quel concours bancaire je vais avoir besoin, de quel type d'emprunt je vais avoir besoin, comment ça va impacter mes coûts de financement. Quelles instruments de couverture de taux, par exemple, je vais pouvoir mettre en place. Comment je vais être capable de les suivre. Et donc, tout ça, ça permet d'avoir une vision très complète du budget. Et donc, pour nous, chez Cegid, dès le départ, on a dit, il faut qu'on ait des outils court terme, des outils moyen terme, mais également des outils long terme en termes prévisionnels qui soient disponibles. Et on a développé une suite qui permet de gérer de façon intégrée et cohérente ces trois horizons de temps, même s'ils peuvent être aussi totalement séparés. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de notion de lien entre une prévision de gestion, entre une gestion de trésorerie quotidienne et une prév budgétaire pluriannuelle. Mais il faut quand même les avoir pour être capable de traiter ça. Donc la modélisation de cash peut donc être, est utilisée pour optimiser sa trésorerie. Comment Régis, comment on peut se servir de ce cash qui dort en trésorerie? En quoi ça représente une opportunité de croissance pour les entreprises? Alors, je vais prendre ma casquette plutôt d'analyste, parce que c'est vrai que nous, on surveille beaucoup d'entreprises. On a 40 millions d'entreprises dans notre base de données dans le monde, et une grosse partie de notre boulot, c'est aussi de les analyser, de les noter, et puis de donner du crédit dessus et valider des encours. Une trésorerie bien gérée, ça vous donne de la stabilité financière, hein, ça c'est évident. Ça vous permet de faire face aux échéances on va dire, qui sont classiques, mais surtout aussi aux imprévus. L'imprévu, c'est des charges exceptionnelles qui peuvent arriver, mais c'est aussi des opportunités d'investissement, d'acquisition, voilà, du capex, des choses comme ça. Tout à l'heure, Jean-Baptiste parlait de trésor actif. Quand on voit les contextes de taux d'intérêt qui remontent, ça vous permet d'avoir des placements financiers, notamment, voilà, et de compenser un petit peu et de réduire vos frais FI. Et puis surtout, moi, je regarde en tant qu'assureur, ça vous donne une crédibilité auprès de votre écosystème financier, soit des banques, des interlocuteurs financiers, des assureurs crédits, des agences de notation. Si vous avez besoin d'être noté en fonction de la taille et du marché dans lequel vous intervenez. Voilà, une trésorerie bien gérée, c'est aussi un signe d'une gestion saine d'une entreprise. Et lorsque je porte un regard extérieur sur cette entreprise-là, j'ai un peu plus de confiance. Maintenant, sur les éventualités de croissance, je pense, Anne, c'était ça la question. En France ou à l'international, d'avoir une trésorerie, et je pense que Jean-Baptiste en parlait avec l'exemple du magasin de jouets, il y a un impact immédiat sur votre BFR, puisqu'il va suivre la croissance de votre activité, donc d'avoir une trésorerie et justement de pouvoir au moins prévoir ça à 13 mois, et puis aussi de pouvoir supporter le coût de développement, et notamment lorsqu'on parle de l'international. J'en ai assez peu parlé tout à l'heure, mais il y a des risques politiques qui émergent, qui sont beaucoup plus présents aujourd'hui. Je pense à tous nos exportateurs français, là, avec des blocs qui commencent à se constituer, des pays qui commencent à faire défaut. On n'en voyait plus trop, et là, ça s'est quand même accéléré. Des coups d'État, des devises qui sortent pas. Donc ça aussi, c'est couvert dans les contrats d'assurance crédit par le risque politique. C'est-à-dire que votre acheteur, votre client,
est capable de payer, mais ne peut pas sortir la devise. Et ça, je l'ai vu récemment pas mal en Argentine, en Égypte. Ça, c'est des dossiers qu'on voit assez. Enfin, c'est des cas en Turquie, c'est des cas qu'on voit assez régulièrement. Donc, l'intérêt d'avoir une trésorerie bien gérée, c'est aussi ça. Hein, voilà. C'est un peu ce que je pouvais vous dire. C'est peut-être pas la partie où je suis plus déterminant, mais voilà. Jean-Baptiste, est-ce que vous souhaitez compléter sur cette partie-là? Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez poser des questions dans l'onglet prévu à cet effet, dans l'onglet questions. N'hésitez pas. Jean-Baptiste, sur la partie en quoi la trésorerie, une bonne gestion de la trésorerie permet-elle d'accompagner la croissance des entreprises? Est-ce que vous pouvez peut-être compléter ce que vient de nous dire Régis? Oui, je vais plus ou moins plagier ce qu'a dit Régis, hein, il m'autorise. Il y a, dans ces périodes un peu difficiles, il y a des opportunités de rebond. Il y a des opportunités de croissance externe. Il y a des opportunités de prise de part de marché. Et donc, on le voit, les entreprises qui gèrent bien leur trésor et qui ont cette prévision de trésor moyen-long terme sont celles qui se positionnent sur ces croissances et sur ces rebonds. Et on le sait bien aujourd'hui que prendre des parts de marché à certains endroits, ça coûte moins cher dans des situations comme actuellement que dans des situations de très forte croissance. Et donc, on a des entreprises qui utilisent très très bien leur cash pour faire ça en croissance externe ou en développement organique. Très bien, merci. Alors, une petite question complémentaire qui vient plus de moi que de nos auditeurs. On parle beaucoup en ce moment de la réforme sur la facturation électronique. Est-ce que, je m'adresse plutôt à vous, Jean-Baptiste, est-ce que anticiper cette réforme et dès à présent mettre en place des outils de dématérialisation des factures ou en tout cas de facturation électronique peut-il aussi contribuer à optimiser sa trésorerie? Alors, je ne sais pas s'il peut optimiser la trésorerie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le mettre en place. Voilà, parce que on était dans une réforme qui a été décalée. Elle est juste décalée. Alors, elle est décalée à une période un peu compliquée parce qu'on va tomber dans une période électorale. Mais néanmoins, c'est une lame de fond. Tous les éditeurs étaient prêts, beaucoup de clients étaient prêts. À peu près, nous, 75% de nos clients avaient lancé des projets et étaient quasiment prêts opérationnellement. De toute façon, avec ces notions de facturation électronique, on a une très grande lisibilité et une très grande visibilité de tout ce qu'on fait en termes de facturation. Et évidemment, la facturation a un impact sur la trésor. Donc, continuons les projets. Nous, notre message, c'est de dire, il faut absolument que les entreprises soient prêtes en temps et en heure. Celles qui n'étaient pas prêtes, elles doivent s'y mettre. Celles qui avaient des projets, il faut les terminer, même si c'est 2026, 2027. C'est quand même demain à l'échelle des systèmes d'information. Donc allons-y, faisons-le. Connectons ces systèmes d'information aux outils de trésor et comme ça on aura une visibilité complète. Oui. Très bien, merci. Alors, première question de nos auditeurs, là pour le coup, c'est plus, ça s'adresse plus à Régis. Pour le recouvrement de nos clients, il faut les déclarer à l'assurance au bout de 90 jours. Parfois, on ne voit pas nécessairement les jours passés. Vous conseillez de les déclarer à quel moment de préférence? Alors, il faut les voir passer les jours, hein. Ça c'est important, c'est le métier. J'allais dire, ça dépend de votre procédure de crédit management et de votre recouvrement amiable. Votre contrat d'assurance crédit prévoit alors ça peut être 90 jours, effectivement, ça c'est une clause assez standard, ça peut être plus court, ça peut être plus long. Ça va dépendre de ce que vous avez négocié et du process que vous avez en place. Ça peut être dès le premier jour, c'est-à-dire qu'un assureur crédit, nous on a une équipe de recouvrement qui peut commencer dès le premier jour. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut déclarer dans le délai qui est imparti, là, vous prenez l'exemple de 90 jours, pour préserver vos droits à l'indemnisation, ça c'est sûr. Après, si vous voulez complètement déléguer le recouvrement à un assureur crédit, enfin on est une agence de recouvrement aussi, hein, c'est un service qui est dans le contrat, on peut le faire en respectant de l'amiable et puis en montant crescendo, c'est pas payé. Et puis ça peut être après que l'entreprise ait déjà fait son recouvrement et arrive à un moment où elle n'arrive plus à le gérer et elle passe le relais à une agence de recouvrement comme la nôtre. Il y a un poids puisque l'entreprise a tout intérêt à payer pour pas détériorer sa note
auprès de nos services, puisque d'un coup, là, ils vont apparaître comme un contentieux, et ça, c'est généralement un mauvais signal pour eux, et ils risquent de perdre leur crédit fournisseur. Voilà. Mais le déclarer, moi j'aurais tendance à dire le plus rapidement possible, mais de manière adaptée à votre procédure de recouvrement en interne. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez le déléguer chez nous. Juste pour bien comprendre, quand on a un contrat d'assurance crédit, il revient à l'entreprise de déclarer l'impayé, pas à l'assureur crédit. Il n'y a pas un système d'alerte? Alors moi, je peux pas savoir. Ah si c'est en dépôt de bilan, nous on envoie les alertes, c'est en procédure collective. Et voilà. Mais beaucoup d'impayés se font avant le dépôt de bilan, en fait. Hein. C'est souvent un signe énonciateur d'ailleurs. Nous, on n'est pas connecté au service de l'entreprise, au service financier de l'entreprise. C'est l'entreprise qui doit nous dire qu'elle n'a pas été payée. Ok. Et ça peut se faire de manière automatique, via les systèmes dont on parlait tout à l'heure, ou via l'interface de l'assureur crédit. C'est très simple, hein, c'est quelques clics. Très bien. Alors, autre question, plus en lien sur le BFR, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, Régis. Comment les entreprises différencient et donc peuvent choisir entre une solution de type factoring et une solution de titrisation de créances? Ouf, ok. Alors je suis pas, ok. Ouais, je suis pas factor. Donc voilà. Oui, bah oui. Mais ce que je vais vous dire, c'est ce que je connais parce que je travaille beaucoup avec des factors. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup des factors sont réassurés derrière crédit, hein, pour alléger leurs besoins en capitaux propres. C'est pas forcément la même solution. La titrisation, vous prenez cette classe d'actifs et les deux, c'est pour du financement, mais vous cédez ces actifs-là dans un véhicule afin de peu liquide et afin de le replacer sur un marché. Alors que le factoring classique, c'est vos créances clients qui sont avec ou sans recours financés par le factor. Avec recours, bah, si c'est pas payé, ça revient chez vous, l'impayé est à votre charge. Sans recours, c'est le factor qui prend à sa charge en cas d'impayé. Voilà. Après, comment choisir? J'allais dire, ça dépend peut-être de votre taille, ce que vous cherchez aussi, parce qu'il y a beaucoup de de ce type-là, factor ou titrisation de créance, en fin de trimestre, en fin d'année, en fin de mois pour les plus grosses entreprises. Donc c'est un exercice aussi qui permet d'avoir une meilleure présentation bilancielle lorsque vous établissez vos comptes. Ça va dépendre. Voilà. Mm. Qui peut accompagner les entreprises dans ce choix faut se tourner vers les factors, faut se tourner vers une société de conseil? Vous avez les courtiers. Les courtiers en assurance crédit et en factoring, c'est les mêmes, qui sont bien à même d'évaluer les besoins de l'entreprise et de faire un appel d'offres auprès du marché, des facteurs et des assureurs crédit. Ça va dépendre de la situation, clairement. Nous, c'est notre principal canal de distribution, ça reste le réseau de courtage. Il y a des courtiers spécialisés, hein, enfin, il y a des généraux qui ont une spécialisation assurance crédit, ou il y a des courtiers qui ne sont spécialisés qu'assurance crédit et financement. Très bien, merci. Une autre question peut-être plus pour Jean-Baptiste cette fois, concernant la prévision à moyen terme et spécifiquement le tableau cash-in, cash-out à 13 semaines. Existe-t-il aujourd'hui, notamment pour les PME, des outils permettant le passage simple des données historiques en données de trésorerie, étant donné les différences de concept et de timing entre compta et trésor? Oui, les données historiques étant les données de la compta, j'imagine. Donc, je pourrais répondre oui. Je vais peut-être un peu développer quand même, j'imagine. Oui. Donc oui, Oui, bien évidemment, on peut le faire. On a aujourd'hui des solutions qui sont capables de réconcilier méthode directe, méthode indirecte. Donc, et effectivement, on intègre avec ces solutions-là les données comptables, les données du contrôle de gestion dans les éléments de prévision de trésorerie. C'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure sur les prévisions de cash-in, cash-out ou de modélisation en fonction de jusqu'où on veut aller. Ce qui est important aussi quand on veut faire ça, c'est que on peut avoir la possibilité d'itérer les éléments quand on fait ces prévisions-là, parce que évidemment ça bouge tout le temps. Donc quand on fait la compta, elle est mise à jour en permanence. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre au fil de l'eau les opérations, on itère et on fait des hypothèses pour voir où on atterrit par rapport aux objectifs qui étaient visés. Ça, honnêtement, c'est quasi strictement impossible à faire sous Excel, ou en tout cas ça demande des modèles hyper compliqués.
la mise à jour des données est hyper difficile, d'où l'intérêt de le faire avec des outils de style cash in, cash out, ou modélisation de cash que je vous ai évoqué. Je crois que dans la question, il y avait est-ce que ça s'adresse aussi aux PME? Oui, Euh, notamment pour les PME, oui. Ouais, donc ça s'adresse aux grands groupes et aux PME. Et ça, c'est important de le préciser. Quelque part, je ne vais pas faire injure aux grands groupes, mais ils ont déjà des équipes pour le traiter, ils ont déjà des gens pour le faire. La PME, elle a besoin d'outils hyper réactifs, hyper connectés à ses systèmes. Pourquoi pas même à ses systèmes bancaires, hein, avec du web banking ou des choses comme ça, pour récupérer les données, pour l'intégrer. Et aujourd'hui, on a des solutions qui s'adressent spécifiquement au marché des PME pour être capable de traiter ça, qui sont les entreprises les plus à risque par rapport aux défaillances de trésorerie. Oui, alors on parle des PME. D'ailleurs, Régis, autre question pour vous. Est-ce que pour gérer les différents risques qui peuvent impacter les trésoreries, est-ce que l'approche des assureurs crédits notamment, hein, ou des sociétés d'information, est-elle accessible par les PME aujourd'hui? Même des Ah, sociétés de complètement. recouvrement de créances. Ah oui, complètement. On a des produits qui sont adaptés en fonction de la taille de votre chiffre d'affaires, de la structure de votre poste client aussi, s'il est concentré ou dilué, s'il est en France ou à l'export. Il y a, on a tous nos produits. Alors, je ne vais pas vous parler des noms des Non, produits pas d'Aventis, forcément parler voilà, pas forcément. mais largement, oui, oui, on a récemment pour les TPE où quasiment tout est automatisé, avec des montants relativement fixes qui couvrent généralement, en fonction de la taille de votre chiffre d'affaires, vos principales créances clients. Donc il y a des produits sur le marché qui sont adaptés à toutes les tailles, TPE, PME, ETI, grands groupes, multinationales, avec en fonction des credit management, moi je vois des clients très connus, des marques que vous connaissez dans votre quotidien, qui ont des contrats mondiaux. J'ai passé 10 ans de ma vie en Asie et je me faisais le service pour leurs équipes locales, qui aucun parlait français, mais on était à Singapour, en Indonésie, à Hong Kong, et ils avaient en face d'eux des équipes. Voilà. Donc ça va vraiment de la TPE jusqu'à la multinationale, et vous avez toute une ligne de produits qui est généralement adaptée. Et donc le courtier ou même la vente directe, peu importe, la personne qui est là pour vous conseiller devrait être capable de vous amener le bon produit qui va vous aider à gérer votre poste client. Ça, y a pas de, Avec la sur le marché, possibilité c'est très commun. Avec la possibilité de le faire au cas par cas pour un client ou il faut, c'est à chaque fois global sur l'ensemble du chiffre Alors, d'affaires de l'entreprise. le produit, ça peut être, par client, oui, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des singles, il y a un marché de single risk, ça c'est possible, ou de sélection, il y a une partie, tout le chiffre d'affaires n'est pas forcément assurable, hein, ça va dépendre aussi de sa structure, et il y a, j'allais dire, on peut quasiment tout faire, hein, ça peut être du sur-mesure, il y a des solutions à chacune des situations, je dirais, Anne. C'est beau quand même. Parfait. Oui, parfait. Merci beaucoup à tous les deux pour votre participation à ce webinaire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter et revisionner l'intégralité de ce webinaire sur le site Option Finance et qu'un compte-rendu sera édité dans le magazine en parution le 3 décembre. Merci à tous et à toutes et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. À bientôt, bonne journée. Merci, Au à revoir. bientôt, au revoir.